Donc voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York, et tous les nuages qui menaçaient notre maison ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées, suspendues en trophées, nos austères alarmes changées en gaies rencontres, nos marches redoutables en pavanes exquises. La guerre, lugubre masque, a déridé son front, et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés pour effrayer les âmes d'ennemis tremblants, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, moi qui suis marqué au sceau de la rudesse, et n'ai pas la majesté de l'amour, moi qui suis tronqué de nobles proportions difformes, inachevé, dépêché avant terme dans ce monde haletant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je les croise, eh bien moi, en ce temps de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours si beaux parleurs, je suis déterminé à être un méchant et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. Salut à toi, jeune prolétaire en quête de sens, bienvenue dans Arbre Mécanique. Salut Manon. Salut. Salut Antonin. Salut Pierre-Louis. Ça va? Ça va. Ouais, tranquille, on fait aller. Bon, aujourd'hui on enregistre notre premier épisode d'Arbre Mécanique. On espère qu'on va bien remuer vos méninges. Et pour notre premier épisode, nous avons choisi de parler de Breaking Bad, cette magnifique série américaine qui raconte l'histoire, on peut dire, donc d'un homme, d'un prof de chimie, d'un chimiste reconnu, mais qui est prof de chimie dans un emploi qui ne lui convient pas, et qui, en attrapant le cancer, décide un jour de break bad, c'est-à-dire de devenir méchant, en quelque sorte, de vendre de la drogue pour payer sa chimio, pour assurer un futur à ses enfants, pour pouvoir leur payer l'université, etc. Quel est votre rapport à la série, rapidement? Moi, je l'avais regardé un été, j'avais binge-watch. Je sais pas, je devais avoir 15 ans. Et je crois d'ailleurs que c'était l'une de mes premières séries, parce que je regardais jamais de série, et j'ai adoré, qui est vraiment un début et une fin. Et depuis, j'ai essayé de la revoir, mais j'ai pas réussi, parce que j'arrive pas à me concentrer. Voilà, les problèmes de la vie adulte. Et toi, Antonin, c'est quoi quel rapport entretiens-tu avec cette œuvre majeure? Avec cette œuvre majeure. Moi, je l'ai regardé quand ça sortait. Je sais pas combien de temps ça fait. Et là, pour l'épisode du con, c'est la première fois que je revenais vers Breaking Bad. Ok. Bon, moi, je l'ai regardé 4 fois, je crois, en entier, la série. J'ai regardé pour la première fois, j'étais en terminale, et c'était la fin. En fait, c'était quand le dernier épisode est sorti, j'ai commencé à regarder le premier épisode. Et puis ça m'a accroché, et ça m'a tellement plu que depuis, je l'ai regardé 2-3 autres fois, je crois. Donc, t'es ici en qualité d'expert, quoi. Ouais. Je suis ici en qualité d'expert. En Magnifique. quelque sorte. Donc, en fait, la raison pour laquelle on a voulu parler de cette série, c'est que il y a une question qui nous intéresse à l'intérieur, c'est tout le débat, le dilemme moral, en quelque sorte. Parce que il y a un moment dans la série, ce moment qui varie en fonction des spectateurs, qui est un point de rupture avec le personnage principal. Il y a un moment où les gens se disent « là, ça va trop loin ». Là, je ne peux plus le suivre. Avant, je me disais, c'était
une bonne personne, une personne morale qui a été obligée de faire des choix difficiles et des choix immoraux à cause de ses circonstances personnelles. Au début, tu peux le voir comme ça, et puis il y a forcément un moment, ouais, où tu ne peux plus justifier, du coup. Tu te dis, où est-ce qu'on va, je ne peux plus suivre, en gros. Et du coup, en fait, l'expérience de pensée qu'on va faire pendant cet épisode, c'est qu'on va voir si on peut arriver à cette conclusion, c'est-à-dire que on ne peut plus suivre ce personnage dès le premier épisode. Ouais. Est-ce que dès le premier épisode, on a déjà tous les éléments? Voilà. Est-ce qu'on est en droit de se dire qu'on ne peut plus suivre Walter dès le Ouais, est-ce début qu'on a en droit de, dès le premier épisode, se dire, bon, c'est un fils de pute, malgré les conditions dans lesquelles il vit, quoi. Est-ce qu'on peut court-circuiter le dilemme moral dès le premier épisode et se dire que ce n'est pas sur la question. Est-ce qu'on peut se dire que la question morale est réglée dès le premier épisode, en quelque sorte? Et pour ça, on a un invité spécial. C'est notre ami Richard III. Richard qui est le héros. Richard III, oui, le roi d'Angleterre, qui est le héros d'une pièce de Shakespeare dans laquelle, qui raconte donc l'histoire de Richard III, qui est le troisième fils, le deuxième frère du roi d'Angleterre, qui vient de gagner la guerre contre la maison rivale et qui cherche à avoir le trône lui-même, parce que il en a marre d'être la troisième roue du carrosse, en gros. Il veut devenir lui-même roi, et donc tout ce qui se tient sur son passage ne peut pas lui résister. Et donc, pourquoi on décide de comparer avec Richard III, c'est que Richard III a cette particularité d'être un méchant. Déjà, c'est un peu l'anthologie de tout le méchant de la littérature occidentale, c'est-à-dire tout ce qu'on associe à la figure du méchant vient déjà de Richard III, mais bon, ça on verra plus tard. Et c'est surtout un méchant qui se revendique comme tel. Il n'y a pas erreur sur la marchandise. Dès la première scène, il nous dit, c'est la scène que vous avez dû écouter en intro, « Moi je suis le méchant, je suis là pour foutre la merde, et si vous me suivez, si vous êtes fidèle à moi, si vous décidez de me suivre dans mon chemin de conquête du pouvoir, c'est en connaissance de cause. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne saviez pas. » Oui, parce que du coup, il a une relation particulière avec l'audience, c'est des apartés, quoi. Il te parle directement à toi dans la salle. C'est ça, il parle directement au public. Voilà, c'est pas une question d'interprétation, il te le dit, quoi. Et puis t'as moins une vision d'ensemble, tu vas moins essayer de justifier ses actions par rapport à son contexte, quoi. Surtout, en fait, voilà, Richard III, il n'y a pas de contexte qui pourrait rendre ses actions justifiables. Le contexte, c'est juste qu'il veut le pouvoir, et c'est tout. T'es enfermé dans il n'y a pas d'autre contexte. Et donc voilà, donc on va parler de ce premier épisode, et puis au cours de nos observations, on sera amené à faire des parallèles avec Richard III, qui a priori n'a a peu de choses à voir avec Walter White, puisque il s'oppose sur ces points que Richard III est un méchant revendiqué, qui est méchant parce qu'il est méchant et c'est tout, et parce qu'il a soif de pouvoir et c'est tout. Et on va voir comment le comparer avec Richard III, ça peut éclairer les choses qu'on voit dans le premier épisode. Ok. Ça vous va ? Let's go. Ça me paraît pas mal. Eh bien, lançons-nous dans ce premier épisode de Breaking Bad. Alors, qu'est-ce qui se passe au début ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans Breaking Bad ? Alors, le premier épisode commence in media res, c'est comme ça qu'on dit, je crois, au milieu d'un truc, et on est vraisemblablement dans le désert, dans un mobil-home, avec des mecs en slip, des masques à gaz sur la tête, et on fonce, on sait pas trop où on va. Gang, voilà. Complètement désemparé, c'est normal, on comprend pas trop ce qui se passe. Le mobil-home se crash, le personnage principal sort, c'est un vieux qui prend une caméra par terre et qui nous dit... Enfin, un vieux, il a 5 ans. C'est un vieux, il a 50 ans, voilà. C'est un vieux en slip qui prend la caméra et qui nous dit « Ça a l'air bizarre ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on a pu en arriver là. Et croyez-moi, j'ai rien fait de mal. » Ouais, j'ai fait ça pour... Ce n'est pas une déclaration de culpabilité, il dit. Il dit « Je m'appelle Walter White, je fais ça pour ma famille, je ne suis pas en train d'admettre ma culpabilité. » Mais là, déjà, on a un parallèle avec Richard III, sans parler de la question morale du méchant ou du gentil, c'est que Walter, il est déjà dans le contrôle du récit, c'est-à-dire que c'est lui qui tient la caméra, c'est lui qui réalise, et les premiers mots qu'il nous dit, il nous les dit à nous, en face, en tenant la caméra. Ouais. Donc, c'est un personnage qui est un metteur en scène, déjà. C'est un personnage qui essaie de contrôler là où va le récit.
Donc ensuite, on revient dans le passé. On nous dit, voilà ce qui s'est passé pour arriver à cette situation. Voilà. Là, on a le vrai début de l'histoire où on va nous introduire le personnage de manière conventionnelle. Et pour ce faire, on va suivre Walter dans une journée typique. Voilà, la journée typique de Walter. Mais c'est la journée de son anniversaire. Oui, mais justement, ça fait partie du truc. Oui. C'est son 50e anniversaire et pourtant, c'est C'est ça, une journée banale. Yes. Exactement. Et donc c'est une soirée, on peut dire, qui se caractérise par toute une série d'humiliations successives. Alors ça dépend des points de vue, mais en tout cas, vu que nous on est dans le point de vue de Walter, on ressent tous ces événements comme une série d'humiliations. Ouais. Premièrement, le bacon végétarien au petit-déj. Le vrai soy boy qui se fait servir du soja à la place du vrai bon bacon américain et qui est content. En forme, donc sa gentille bonne femme. Pour des raisons de santé, non? C'est pour son cholestérol. Ouais. Sa femme lui dit... C'est ce qu'on dit. T'es un vieux. C'est ce qu'on dit. T'es un vieux. Bah, ouais, parce que voilà, le bacon est en forme de 50 et tout, c'est son petit déj d'anniversaire. Ça le rabaisse bien comme il faut, quoi. Et voilà. puis, en plus, il dit à son fils de on commence bouffer, la quoi. journée comme ça. Voilà. C'est ça, parce que même son fils est en train de râler, il est pas content qu'on lui serve du bacon végétarien. Et le père est dans la soumission à la mère, c'est-à-dire, non, écoute ta mère. Range-toi, mon fils. Il n'arrive pas, voilà, il faut qu'il se range dans le rang, etc. Oui, et donc on est à table et déjà on comprend que l'ambiance familiale est un peu pourrie, c'est-à-dire que on parle de thunes, on parle de problèmes financiers. C'est ça, le premier truc que sa femme dit. On parle de galères, on parle voilà de problèmes de chaudière. Je suis sûr que ça parle à beaucoup. Problèmes d'eau chaude. Et c'est elle qui contrôle les comptes. Les choses ne vont pas aussi. très bien. C'est elle qui contrôle les comptes de la famille. Là, on découvre Skyler, sa femme. Du coup, voilà, on voit que c'est elle qui essaye de gérer un peu le bordel ambiant. C'est elle littéralement qui met du bacon végétarien sur la table. Ouais. Tu vois que c'est elle qui est aux commandes. Elle est aux commandes de tout, ouais. Et puis, en fait, comme la question du pognon occupe tout leur rapport, il ne peut pas y avoir de dynamique familiale indépendante de cette question du pognon. C'est que leur problème d'argent vient les poursuivre dans leur foyer, dans leur quotidien. C'est ça. Et, voilà. Et le foyer. C'est le premier truc à table. Si tu veux, voilà, tu te lèves à table. Et le premier truc dont on parle, c'est ça, c'est la thune. Et il n'y a pas ce foyer réconfortant, cette idée de la famille en communion à table. Ouais. C'est directement, tu peux te dire, voilà, la maison n'est pas un château où on se préserve des maux du monde extérieur. Exactement. Déjà dans l'esthétique de la maison et de la série, l'intérieur de la maison, c'est la chose la plus sobre et la plus triste que tu vois rien que dans le premier épisode. Et la façon dont c'est filmé avec des plans super statiques et toujours pour te rappeler qu'il y a rien dans cette maison de fun. Tu rentres déjà dans leur vie et la maison genre souligne ça, quoi. Ça donne le ton, disons. Voilà. Du coup, on va suivre ensuite Walt dans la suite de sa journée. Voilà. Il part au boulot. C'est-à-dire qu'il va amener son fils à l'école. Et on constate déjà qu'en fait son fils est handicapé, il a la polio. Yes, donc il a des béquilles, il a du mal à se déplacer et à parler. Yes. Et puis, quand il amène son fils à l'école, justement, on voit que son fils galère à sortir, mais que son père trace devant. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'aider son fils à sortir. C'est un peu inconvénient pour lui que son fils ait un handicap. Il se sent affaibli par le handicap de son fils. Ralenti. On peut dire ralenti littéralement parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que lui aussi, il va à l'école. Il bosse dans la même école que là où va son fils. Ouais, donc les deux, en fait, ils vivent la même honte, quoi. Tu sais, le trope classique de... déjà, ouais. Papa me dépose pas devant l'école, c'est ça. Et lui aussi, la honte de son gosse, tu vois. Donc déjà, il y a une tension bizarre entre les deux. On sait pas s'il a honte là tout de suite, on sait juste qu'il est pressé, quoi. Ouais. Mais déjà, il bosse au même endroit. C'est juste que son fils le ralentit, donc il part devant. Ouais. Donc ensuite, on le voit devant ses élèves, et donc là, on constate à encore plus forte raison qu'il ne se fait pas respecter, il n'a aucun charisme. Il essaie de transmettre des choses qui à lui paraissent passionnantes, mais qui... On comprend que lui, il aime beaucoup ce qu'il fait, et qu'il a envie de transmettre cette passion. Simplement, il a clairement pas les moyens humains de le faire. Personne ne le respecte dans la classe, malgré les tours de magie, donc il fait des trucs pratiques, il allume le bec benzène, il parle. Ouais, il fait tous les trucs qui sont censés quand même être fun dans la chimie, c'est-à-dire les explosions, les réactions chimiques. Voilà, les travaux pratiques. Ouais. Yes. Mais ça ne prend pas, quoi. On voit bien que... Il y a un des élèves qui ouvertement se fout de sa gueule, non ? Qui se lève et qui ouvertement lui manque de respect. Il change de place, je crois, je sais plus. C'est le... Oui. On en parlera après de cet élève, de toute façon. Mais donc, voilà, directement, c'est encore une fois, c'est
une humiliation plus prononcée que le bacon, mais voilà, on est dans une espèce de gradation, quoi. Donc ensuite, la journée se finit, et la journée ne se finit pas, puisqu'en fait, Walter a un deuxième taf, où il bosse dans une station... C'est pas une station essence, comment t'appellerais ça? Non, c'est une Car station wash. de lavage. Voilà, Car station wash, de lavage de station- voiture. Station de lavage de voiture. Et du coup, c'est là qu'il revoit cet élève-là. Donc déjà, lui est agacé de bosser là, il est fatigué de sa journée. Et il va pour... Déjà, en fait, il Ouais. est même pas censé... c'est-à-dire que il est en train de laver la voiture, mais il est pas censé faire ça. C'est-à-dire que lui, il est à la caisse, Ah, et yes. c'est son patron qui l'oblige à aller récupérer les voitures. Exact. Ce qui est, Ouais, parce qu'il est en manque de main d'œuvre, ouais. ouais. Il lui dit, ouais, C'est ça. j'ai besoin de toi là-bas. L'autre lui dit, c'est pas mon boulot. Il dit, mais c'est pas mon problème. Va laver la voiture. Mhm. Et là, évidemment, puisqu'on est dans le thème de l'humiliation, en fait, la bagnole, c'est la voiture de l'élève de tout à l'heure qui s'est foutu de sa gueule. Et en plus, c'est une bagnole de sport, c'est une Corvette orange. Et en plus, Chromée, le mec là. s'appelle Chad. Et le mec s'appelle Chad. Donc voilà, on Triple rentre déjà émasculation, dans... quoi. Ouais, là, il y a un bête de combo, effectivement, Voilà, il y émasculatoire. a le Virgin Walter White contre le Chad. Là, c'est la première fois où on pourrait dire dans le texte la dichotomie Virgin Chat se crée vraiment. Et elle va continuer à s'étendre de manière visible, quoi. C'est Ouais, ça. ouais. Et donc ensuite, il rentre, il a nettoyé la voiture à 10 000 boules du Tchad, et il rentre chez lui avec sa caisse qui est un peu déglinguée, et qui porte en plus le petit panneau Il y a handicapé. l'autocollant handicapé. Ouais, L'autocollant Le handicapé. petit panneau handicapé qu'il enlève en comprenant bien en nous faisant bien comprendre qu'il en a honte. Ouais. C'est-à-dire que l'infirmité de son fils est comme une blessure personnelle. Ouais, et peut-être aussi oui, que là, je tiens il juste commence... à dire quand même Ouais. que la bagnole elle coûte plus 60 000 $ qu'autre chose. Ouais, et pardon. que, pour rappel, oui, le matin quand on se prend la tête avec Skyler, c'est pour 15 balles sur la mauvaise carte de crédit. Donc, quand même, voilà. Ouais. Ça remet les choses en perspective. Je sais pas s'il a honte ou est-ce que ce serait pas un tout petit... l'idée qui commence à germer dans son cerveau de refuser l'handicap, son propre handicap justement, de commencer à... Oui, c'est que Alors, je sais pas, ouais. les failles, enfin ce que lui perçoit comme des failles, c'est-à-dire le handicap de son fils, est une projection, est un miroir de ses propres défaillances à lui. C'est ça, et il Parce que commencerait... lui, il sent bien qu'il n'est pas en contrôle de sa vie, Mhm. et il voit dans son fils un espèce de miroir de ça. C'est pour ça qu'il en a honte, c'est qu'il a avant tout honte de lui-même en fait. Ouais. Oui, on sait pas exactement, mais on comprend bien en tout cas que l'énervement monte proportionnellement à l'humiliation, disons, Yes. et de plus en plus frustré. Yes. Mais c'est pas fini. La journée n'est pas finie. Parce Ça que vient voilà, que on com- rentre. que de commencer là, voilà, là c'est le on meilleur. rentre, une journée fatigante. Épuisante, humiliante. D'humiliation et de subordination, on enlève l'autocollant parce que c'est voilà, petit geste, petite victoire, reprise de contrôle, Mhm. petite poussée de testostérone, et là on l'ouvre la porte, et évidemment, ta femme qui contrôle tout a invité tous tes potes et ta famille pour tes 50 ans, tu le savais pas, et clairement t'as pas envie, quoi. Enfin, les potes, c'est des connaissances, parce que la majorité, tu les reverras jamais dans la série. Donc Exactement, c'est ce qui nous laisse entendre que bien sûr Walter n'a pas de potes. Voilà, c'est des figurants. Mais en gros, il a pas envie. À cette soirée d'anniversaire, qu'est-ce qui se passe alors que c'est Walter qui est censé être lui-même le Bah, la point star, d'intérêt ouais. de... C'est sa soirée quand même. Mhm. Mais à la place, c'est son beau-frère, donc Hank, qui est le centre de l'attention dans la soirée de Walt. Et, Oui, euh, et donc et- il est le centre de la scène, et c'est comme ça qu'on le découvre, nous, en tant que spectateurs. c'est ça. Et puis Walter, pendant ce temps, il est vraiment à l'arrière-plan. T'as plusieurs Mais plans. il est debout derrière C'est ça. Hank qui est assis au centre de la salle, c'est-à-dire que les autres personnes sont soit debout derrière lui, soit assises autour de lui, C'est et ça. on le regarde, et il parle de son boulot. Il est en train de parler de son boulot. Et pour parler de son Donc boulot, Hank, il est, Voilà. pour recontextualiser, il est agent fédéral. C'est-à-dire que agent de la c'est encore DEA. plus stylé qu'un flic. Lui, il casse des gangs de drogue. Ouais, il fait des trucs cool, quoi. Il est badass. Mais donc, ouais, même, voilà, même visuellement, même géographiquement, dans cette maison qui est un peu l'épicentre du vide, même là, il a pas de place, quoi, quand tu le vois à cet Bah, il a surtout anniversaire, pas sa place. il a pas parce sa que place chez Hank, lui. il est assis dans le gros fauteuil du salon, C'est ça. que tu pourrais comprendre comme étant le fauteuil du du pater. daron, quoi. Ouais, c'est Et ça. Il est voilà, complètement exactement. effacé.
et émasculé. Et donc physiquement, Hank c'est un gros mec, musclé, chauve, tu vois. Et derrière, à côté, Walter, c'est le virgin, tu vois. C'est le mec qui se tient voûté, qui regarde ses pieds, qui tient son verre avec les 2 mains parce que évidemment, tu vois. Et qui l'écoute parler de son job. Surtout Hank, il a une espèce d'énorme bite en plastique sous la forme d'un flingue. Voilà, il sort son flingue. Qui est cadré, le premier plan où on le voit, d'ailleurs c'est le premier plan sur Hank précisément, il est cadré au niveau du pubis. Et donc voilà, et donc on voit le flingue qui est son espèce de phallus en plastique qui occupe tout le cadre, et qui, en occupant tout le cadre, occupe toute l'attention des invités. Ah ouais, c'est pas une espèce de, c'est clairement sa bite, et il propose aux invités de la toucher, tu vois. Il dit, écoute Junior, tu veux pas toucher ma bite? Et l'autre Ton est là, père n'en a pas. Si. Franchement, si, celle-là, elle est belle, elle a pas l'air dangereuse. Et donc voilà, il la tripote, et après Hank, bien sûr, pour remuer le couteau dans la plaie, parce qu'on est encore dans l'humiliation, demande à Walter si lui, il a les couilles, en gros, de toucher sa bite. Moi, c'est ça, Hank, c'est le mec qui... il n'y arrive pas, c'est trop lourd pour lui. Ouais. Ah ouais, ouais, et puis non, et puis même, il se fait humilier, c'est genre, bah allez, vas-y, ça va pas te mordre, enfin, allez, il est pas chargé, je sais plus ce qu'il lui dit, mais... Clairement, il le provoque, quoi. Avec son propre fils, yes. Et oui, et donc après, bah, dans la deuxième moitié de cette scène, à nouveau, on voit que Hank, c'est-à-dire que Hank est en train de passer à la télé, donc il dit allumez la chaîne, c'est moi qui vais passer. Et donc là, à la télé, on voit une émission un peu de police porn. Ouais, enquête exclusive, un truc comme ça, c'est grosse perquise chez les dealers de méthamphétamine. Un truc que tu vois sur M6. Donc à la télé, il y a des grosses piles de billets, il y a des mecs menottés, il y a des armes, tu vois. C'est ça, il y a des interventions musclées, il y a des contextes, enfin... Et puis il y a une interview dans un environnement hostile, tout ça, etc. C'est donc, clairement on est là sexy, pour bander quoi. sur la police, ouais. Quoi. Ouais. C'est clairement sexy. Ça parle de pouvoir, quoi. Ça parle de pouvoir, ça parle de précisément ce que Walter n'a pas. C'est ça, et puis t'as aussi, voilà, le police porn, c'est la mise en scène, le sensationnalisme extrême, tu pourrais faire un parallèle avec Walter qui essaie de mettre en scène avec ses pauvres expériences chimiques, tu vois, et qui fail misérablement. Et alors que là, ça impressionne tout le monde, tu vois, il y a du bruit, il y a de la lumière, et tout le monde. Et surtout, voilà, là, c'est produit comme à la télé. Là, c'est monté. C'est le vrai truc. Ouais, c'est ça, c'est le vrai truc. C'est le vrai truc, ouais. Et puis en plus, il y a le vrai Hank, il y a le vrai protagoniste qui est dans la pièce à ce moment-là. Ah, c'est ça, c'est là. Et ouais, les expériences de Walter, c'est censé être excitant parce qu'il y a des explosions, il y a des réactions, il y a des effets pyrotechniques. En gros, il n'y a pas toute la drogue. Et puis toi, en tant que spectateur, enfin, t'es pareil, c'est-à-dire que t'es pas venu voir un show sur la chimie ou sur la physique. T'es pas venu voir un mec expliquer comment on fait des réactions chimiques pendant... T'es venu là pour la drogue, quand même. Ouais, t'as besoin qu'on t'excite, quoi. Voilà. Oui, tu viens voir un truc de gangster. Puis ça te donne en même temps un avant-goût dans... Est-ce qu'il va y avoir du police porn dans cette série? Parce qu'en vrai, c'est le premier épisode, tu vois. Tu sais pas encore ce qui va se passer et t'attends de la sensation, quoi. T'attends d'être excité et là, ça commence déjà à prendre. Et peut-être aussi, depuis tout à l'heure, tu cherches qui est le personnage principal. Parce que clairement, Walter est pas en train de porter l'histoire sur son dos. Et donc là, tu te dis, peut-être que c'est ce gars-là, en fait. Pour le moment, en fait, il n'y a pas d'histoire. Donc, il n'y a personne pour porter l'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire, mais t'es en train de regarder un truc de gangster et puis, tu croises un prof qui... aucun charisme, qui genre passe sa vie à être humilié, et donc tu dis quand est-ce qu'on touche au vif du sujet, et puis là tu rencontres Hank, et là tu vois le flingue, et là tu vois l'argent, et là tu vois là tu commences à apercevoir l'horizon vers lequel on peut aller, tu vois, et là tu t'accroches, tu rentres dedans. Oui, du coup, pour finir cette série d'humiliations, donc il y a la fameuse scène de la branlette. Ouais. La fameuse, j'attendais ça. Donc, j'y repense souvent. Ouais, qui vient effectivement couronner le crescendo, ouais. Yes, ça les invités sont partis, on retrouve le couple Skyler et Walter. Couple amoureux, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre, voilà, on va pour dormir. Skyler est sur l'ordinateur de son côté du lit, sur eBay. Enchères, ouais. Voilà, à se demander combien elle va pouvoir tirer d'argent de je ne sais quelle babiole. Et Walter rentre dans le lit, et évidemment, vu que c'est son anniversaire, il lui faut quand même un petit cadeau d'anniversaire. Le bacon, c'était pas suffisant, tu vois. Beau cadeau d'anniversaire, quoi. Et donc, forcément, d'une main, habilement, pendant que de l'autre je suis sur eBay, je vais aller chercher sa bite à lui. Sa bite ou son simulacre? Voilà. En plus, il y a une humiliation supplémentaire parce qu'elle dit un truc genre est-ce qu'il est endormi ou quelque chose, qu'est-ce qui se passe? En gros, Walter arrive pas à bander.
mais elle est pas complètement dans le truc, elle est distraite par les enchères et elle remarque Ouais. pas ce qui se passe. Donc il y a une espèce de malaise qui se crée. Ils sont tu absolument vois. déconnectés. Et puis le moment de l'orgasme, en fait, il n'est pas atteint au moment où Walt a un orgasme, mais il est atteint au moment où l'enchère atteint son point maximum. L'enchère Et c'est se là que conclut, Skyler fait... Et Yes. c'est là que Skyler jouit et que la scène c'est Exactement. fini. Yes, donc déjà, à la fin de cette journée, il est complètement émasculé et impotent. Genre, C'est l'intro obligé, du quoi. personnage. C'est ça. Donc voilà, ce que tu peux conclure de cette intro qui dure quand même une vingtaine de minutes, peut-être j'abuse, Ouais. peut-être 15, mais c'est long, tu vois. C'est long et c'est douloureux en fait. Mhm. Si on a mal décrit, voilà, c'est long et c'est douloureux et tu comprends que Walter c'est ce gars, c'est le mec émasculé, Mhm. sans virilité, sans contrôle, sans agence. C'est un mec qui subit la vie juste. C'est ça. Et ben, du coup, on peut commencer peut-être à faire un petit parallèle avec Richard III, parce que donc dans cet acte 1, scène 1, on a cette notion que c'était la guerre. Donc au moment de la guerre, on était stylé, on avait des armes, on montait sur des chevaux, on tuait des gens, etc. Et puis maintenant, en fait, toute cette énergie virile qui était au cœur de la guerre, elle est convertie en la séduction et l'amour courtois hétérosexuel. Donc on a des phrases comme « Nos armes ébréchées suspendues en trophée, nos austères alarmes changées en gaies rencontres, nos marches redoutables en pavanes exquises. La guerre a déridé son front, et au lieu de chevaucher des coursiers harnachés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame. Traduction, Antonin ? Oui, bah comme t'as dit, avant on montait des chevaux, maintenant on monte des putes. Et, Voilà. et franchement, en fait, Richard, c'est écœurant. ça, exactement, c'est écœurant. Pour comprendre Richard, il faut se mettre dans la tête du facho ou du réac et de se dire que cette joie et cette liesse générale nous a transformés en dégénérés, tu vois. Mhm. Maintenant, on est faible. C'est notre faiblesse. Maintenant, on ouais. est répugnant. Exactement. Donc, il s'agit de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et du coup, il y a cette idée que, en fait, ce qui te donne la puissance de séduire des dames, c'est la même énergie fondamentale qui te fait aller à la guerre et qui te fait tuer des gens. Et d'ailleurs, en fait, dans la scène 2 de Richard III, c'est la séduction de Lady Anne. Donc en fait, il essaie de séduire une femme dont il a tué le mari et le père. Et il y parvient, alors qu'elle le déteste. Alors qu'elle le sait, tout simplement. Elle sait qu'il a tué son mari et son père. Elle le méprise sait que- profondément. Mais et lui ne nie pas, quoi. Il sait aussi, tout le monde sait. et- Non, au Non, lui contraire. ne nie pas et il dit même que s'il a tué son mari, c'est parce qu'il l'aimait. C'est à cause et d'elle. C'est à cause d'elle, voilà, Parce exactement. qu'elle était beaucoup trop bonne, il était obligé, voilà. Oui, il lui a forcé la main. Mais en gros, il la séduit pas autant qu'il la force, puisqu'en fait, il y a aucune différence entre les deux. C'est il la plie à son pouvoir, à sa volonté, quoi. Et il sort de là et il se retourne vers le public et il dit putain, genre, tu te rends compte de ce que je viens de faire? C'est J'ai excellent. serré la meuf. C'est ouais. excellent. C'est chaud. Ouais. Ce Même que lui, je il lui y fais croyait faire, donc- pas, tu crois? Non, mais si, il y croit. C'est juste Hmm. que là, tu vois que son kiff, son kink à lui, c'est la manipulation. Yep. Tu vois, il adore plier les autres à sa volonté. Il est pure masculinité et pouvoir, du C'est coup. ça. Il est tout ce que Walter On n'est n'est pas encore. Ou n'est pas, pardon. Du coup, ouais, avant de Spoiler. se lancer dans la deuxième partie de l'épisode, où là c'est la partie où l'histoire commence, dans Breaking Bad, on peut parler rapidement des thèmes qu'on a vus à travers ces humiliations. Donc il y a ce thème de la virilité, de la masculinité, Ou de l'absence du de, oui. contrôle, Ouais. voilà, de l'absence du coup de virilité, De contrôle, l'émasculation et de l'impotence aussi qui va avec, du coup. On a la question du rapport au corps. Donc, en fait, là aussi, on peut faire un parallèle avec Richard III parce que Walter, c'est son fils qui est handicapé. Richard III, c'est lui-même qui est handicapé. C'est-à-dire que il est décrit comme difforme, il est bossu, je crois. Il a une Oui, il est épaule, bossu, ouais. Yes. le monde l'appelle comme ça, quoi. Tout le monde l'appelle de noms d'animaux dans la pièce. Genre, c'est Ouais, un phacochère, c'est un crapaud, c'est une araignée. Ah oui, The Mais Boar. surtout, il se perçoit à travers les yeux des autres comme un monstre, Mhm. dont le corps est difforme, dont le corps... Mais dont l'apparence est repoussante, si tu veux. Mais, à la différence de Walter, il a une apparence, il a une image qui est déjà ancrée dans le monde et qu'il a déjà... Bah, il a du pu- pouvoir, il est genre noble. C'est ça, Il est mais du son côté des image, gagnants. il s'en est du sert. côté des gagnants. Alors que Walter, pour Bah, l'instant, justement, il voilà. est invisible. Walter, il a pas d'image. Et surtout, la différence avec Richard, c'est que Walter, il est pas du côté des gagnants. Sur le papier, il devrait être du côté des gagnants. C'est un homme blanc de 50 ans qui habite dans la banlieue du Nouveau-Mexique, tu vois. Techniquement, tout devrait faire
qu'il est privilégié dans la société. Ouais. Et pourtant, les 20 minutes d'intro te montrent que c'est clairement pas le cas. Yep. Donc là, Donc, on a c'est l'humiliation par-dessus l'humiliation. là, on a C'est-à-dire une que humiliation sociale. On a une humiliation sociale profondément américaine, puisque ça touche à la race, du coup, et à la position dans la société. Et là, on a vraiment, pour moi, le facteur le plus important de son ressentiment, de sa poussée réac, tu vois, qui va lui donner les mêmes ambitions que Richard, en gros. Donc, il y a aussi, comme on parle d'États-Unis, il y a aussi la question de la précarité, de la souffrance au travail, des problèmes d'argent, qu'on peut mettre en parallèle avec, plus généralement, le fait qu'il ne contrôle pas son travail, il n'est pas maître il est Ses employé, revenus. il n'est pas employeur. Et du coup, de façon plus générale, il a une absence de contrôle de sa destinée. Il ne contrôle pas son histoire pour le moment. Mais il est passif, c'est-à-dire il a une absence de contrôle qui à la fois est due effectivement à son environnement, à ses déterminismes sociaux, mais en même temps qui est aussi due au fait qu'il refuse De de prendre des choix. s'imposer. Ouais. À aucun moment il n'empiète sur les décisions des autres, principalement sa femme, mais on sent que il acquiesce. Il a le dos voûté, et il acquiesce et il marche au pas. C'est ça. C'est un peu le fantôme pour l'instant dans la série, quoi. C'est le soy boy, c'est le virgin de la dichotomie Chad-Virgin, clairement. Yep. Bon, du coup, on est avec Walter dans cette humiliation permanente, dans cette absence de contrôle, et là, Walter va être percuté par l'histoire. Si on prend en gros l'idée aristotélicienne que jusqu'ici, Walter est sur des rails, c'est un atome qui va dans une direction, et puis il va être percuté par un autre atome, et c'est ça qui va donner lieu à une histoire. Il va changer de direction. Et donc cet atome qui le percute, c'est le cancer. C'est-à-dire qu'il s'évanouit au travail, le lendemain. Il s'évanouit, c'est vrai qu'il s'évanouit en voyant une femme très belle, ce qui peut donner lieu à interprétation aussi. Ouais, oui, parce Oui, que une femme en robe vu la verte. frustration, la robe verte, elle a pas de visage aussi, ça fait un peu rêve, tu vois, t'as l'impression Non, qu'il c'est juste sa silhouette, oui. Effectivement. Ouais, c'est ça, mais la façon dont c'est filmé, t'as l'impression que t'es un peu dans son fantasme, tu vois, tu perds un peu pied de la réalité. Il est là, il l'observe et tu sais pas, peut-être que son cœur qui a battu un peu trop vite ou du coup comme tu disais le changement qui est en train de se provoquer dans son corps est déclenché par une belle femme, ce qui est quand même important parce que on passe de je n'ai pas d'agence, je ne suis pas un homme à non, mais surtout, j'ai du désir. J'arrive pas à bander à J'arrive je pas à bander. regarde la femme, voilà. C'est ça, et exactement. j'ai du désir, j'ai enfin du désir pour quelque chose, et déjà, c'est une énergie Il y a qu'il n'avait pas du tout. libidinale qui était absente jusqu'ici, ouais, absolument. Exactement, et énergie libidinale veut dire, du coup, reprise de pouvoir, etc., tout ce qu'on vient de dire là. Donc il se déclenche des choses On a activé Walter. avec cette meuf en talons. Il suffisait juste de ça, quoi. Donc, Sans visage. il part dans l'ambulance. Dans l'ambulance, il dit excusez-moi, j'ai pas l'argent pour payer parce qu'on est aux États-Unis quand même. Donc, est-ce que vous pouvez me déposer au coin de la rue, s'il vous plaît Voilà, Ça je suis va être un... exagéré. je Ouais, suis c'est un ça. sac, Il je dit suis c'est un vrai que je vais objet. pas très bien, mais je sais pas si j'ai les moyens de vivre, quoi. C'est ça. Parce que ça coûte $1000 un trajet en ambulance Putain. aux États-Unis, non? Un truc À comme peu ça. près, ouais. Aïe, aïe. Ouais. Et donc, il arrive chez le médecin et il reçoit son diagnostic du cancer. Est-ce que tu penses que quand il est dans l'ambulance, la seule chose à laquelle il pense, c'est que Skyler va lui défoncer la gueule? Ah oui, évidemment. Parce que juste avant, elle lui a défoncé la gueule. Alors, je sais pas si c'est avant ou après, mais elle lui a défoncé la gueule parce qu'à un moment, il a utilisé la mauvaise carte bleue. Au Ouais, tout c'était début, au début, ouais. 15 balles. Exactement. Donc oui, évidemment, il pense à ça. Ouais. Il shit. Il dit, non, la mort, ça fait peur, mais t'as pas vu ma femme. Mais mon dieu. Yes. Il veut pas bouger, quoi. Même là, il veut pas bouger, tu vois. Genre, qu'on le dépose. Si tu veux, Il veut ouais, rester. on pourrait dire, on a choisi l'image qu'il est percuté par l'histoire, et donc l'histoire le percute et littéralement l'envoie à l'hôpital, et là, la seule forme d'agence qu'il a, c'est de pas vouloir De rester participer à l'histoire. statique. Il a, ouais, ça a l'air cool, mais est-ce que Ça a l'air je peux cool, votre redescendre et délire retourner à ma vie Breaking Bad et misérable, tout, voilà. mais bon, moi, Yes, j'étais yes. bien quand même, tu vois, station essence. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a le cancer, qu'il va regagner de l'agence, qu'il va regagner du pouvoir de décision. Il s'active et il devient le personnage principal, disons, si on veut rester dans les termes de l'histoire. Surtout, et il tout. devient un personnage. Il devient un personnage qui commence à faire des choses. Oui, et quel est son premier choix? Quel est son véritable premier choix? C'est de ne pas le dire à sa femme. Donc c'est de s'affranchir de cette dépendance. Son deuxième choix, c'est d'aller suivre Hank qui lui avait proposé de... Alors oui, peut-être un truc qu'on aurait dû préciser qui est très important quand même, c'est que pendant la scène de l'anniversaire,
où on voyait l'émission dont Hank était le héros à la télé, on avait quand même déjà les premières graines d'un Walter White personnage et actif, c'est-à-dire qu'il voit l'argent. Ouais, ça brille dans ses yeux. Et ça brille dans ses yeux, exactement. Ouais, c'est vrai qu'on Il avait commence à se zappé, dire- ouais. Il revient... Ouais, là, effectivement, on a le personnage passif, mais on commence à voir les premières graines d'un désir, d'un plan à long terme. Ouais, l'ébauche d'un plan. Et donc, son plan, il va le poursuivre donc en demandant à Hank de l'emmener en... Voilà, il va aller voir une perquise en vrai. C'est ça. Et nous aussi, d'ailleurs, parce que nous aussi, on a faim, là, de spectacle, un peu. Nous aussi, on a fin de spectacle, et d'ailleurs, la perquise en question, c'est la première fois que la réalisation de la série change radicalement. Ouais. Ça commence à avoir des plans qui sont très rapides, avoir un montage très cut, etc. On voit les mecs qui enfoncent la porte au bélier, qui sont on est sur M6 à 22h, quoi. C'est ça. Exactement, on est sur M6, on est sur du police porn. On jouit et pour la première fois ça bouge. Pour la première fois, non seulement ça bouge, mais il y a de la musique musclée, tu vois, contrairement à tout le reste de l'épisode qui était plus de la musique carnavalesque ou qui servait à faire un contraste. Là, on a de la musique de vrais gangsters puisqu'on est dans les écouteurs du mec qui est en train de faire ses petits sachets, tu vois. Et on voit une opération de police bien organisée, bien orchestrée, tu vois, où tout le monde rentre au bon moment. On a les béliers, on a l'équipement, ça bouge, ça va vite. C'est stylé. Franchement, ouais. Et du coup, dans cette scène, on découvre l'autre personnage, l'ancien élève de Walter, Jesse, qui saute par la fenêtre et s'enfuit de la perquisition. Dans le côté il est percuté par l'histoire, c'est aussi qu'il est percuté par Jesse, c'est-à-dire que cette rencontre se fait totalement par hasard. Moi, je suis pas sûr que s'il est percuté par Jesse. Moi, je dirais plutôt que c'est l'histoire qui percute Walt qui le fait percuter Jesse, parce que Jesse. Voilà, c'est ça. C'est effectivement. Mais tout ça tient pour le moment du chaos et du hasard, ou pas du hasard, mais de la volonté d'un scénariste. Ouais, le destin. C'est le scénariste qui fait se rencontrer ces personnages. Ouais. Je sais pas si on a mentionné, mais on parlait du coup qu'il était déjà en mode planification et qu'il avait arrêté ce mode survie, mais juste avant qu'il assiste à la perquis, il quitte son boulot au car wash. Oui, c'est vrai, il démissionne. Et donc là encore, on peut parler de tout l'aspect de la virilité, de la masculinité, parce que moi je trouvais ça quand même marrant que ils disent fuck you à son boss en se tenant l'entrejambe, tu vois, en se tenant la bite. Se tenant la bite, on sait toujours pas s'il y en a une, mais il se tient la bite et là d'un coup il commence à récupérer son corps en fait. Il commence à récupérer l'agent sur son corps et sur sa bite et sur sa vie du coup. Oui, et surtout, je trouve que il y a une gradation dans sa colère. Tout à l'heure, il enlève le sticker handicapé sur sa voiture de frustration et maintenant il est en colère, vraiment. Ouais, et là c'est physique. Tu vois. Et là c'est physique, enfin il reprend possession de son corps, ce corps qui était si invisible et si inutile. Et d'ailleurs et c'est le moment où il commence à crever qu'il reconnecte avec son corps. Il fait tout tomber. Yes, il fait tout tomber. Des étagères, il est enfant de la violence. Ouais, il fait sa drama queen. C'est là que tu sais que Walter c'est une drama queen et que ça te le confirme, tu vois. Au lieu d'envoyer une lettre comme tout le monde, il attend que le gars soit là pour faire son bordel. Et là, tu sais qu'il aime ça, en fait. C'est là que tu commences à le kiffer. Ouais. En tant que spectateur. Bah, c'est ça. Tu dis, ok, t'as des couilles, vas-y. C'est là qu'il y a du charisme qui commence à entrer en jeu. Ouais, c'est là qu'il y a du drama, qui va se passer quelque chose pour le spectateur, tu vois. Pas forcément est-ce qu'il soutient le personnage, mais bon, ça l'excite de savoir qu'il va se passer des choses. Et qu'il y a des enjeux, en fait. Bon, et du coup, il va voir Jesse en le trouvant chez lui, en disant d'ailleurs qu'il a trouvé son numéro dans l'annuaire, donc ça... Pas dans l'annuaire, c'est dans les papiers de l'école. C'est dans les papiers de l'école. Donc déjà, il fait de l'illégal, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Ouais, il est déjà dans la planification. Non, dans la manipulation. Dans la manipulation. Il a déjà décidé. Parce qu'il est venu pour le faire chanter. C'est ça. Il est venu pour le faire chanter. Oui, c'est-à-dire que d'abord, il acquiert sa loyauté en le faisant chanter. En lui disant, si tu ne t'associes pas avec moi, je vais te balancer. Donc effectivement, oui, déjà on peut parler d'un personnage manipulateur, qu'il en fait sa chose de Jesse. Il en fait un outil à son service. Comme Lady Anne et Richard tout à l'heure, c'est la même chose. Et tu comprends qu'il y a un kiff à faire ça aussi, puisque sinon, c'est sa motivation. Et soudainement, il change du tout au tout. Et c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Tu pourrais déjà dire qu'il a manipulé Hank pour aller jusqu'à la perquisition, tu vois. Ouais, oui, effectivement, même Hank, il en a fait son objet. Et justement, à mon avis, personnellement, il joue du fait que tout le monde le sous-estime. Tout le monde sait que, genre, jusqu'ici, ça a été un virgin boy, genre, toute son existence. Et il se sert de ça, voilà, pour
Pour mener à bien son plan, qu'il ne nous dira jamais d'ailleurs. C'est la différence avec Richard, c'est qu'on est toujours là à essayer de deviner ce qui se passe dans son cette plan. tête de Barjo. Mais il y a un plan, tu vois, il y a un plan. On sort de la précarité. Oui, c'est évident. On sort de la précarité et là, on pense au long, enfin, il pense au long terme parce que nous, effectivement, on est juste baladés dans ses aventures, mais là, clairement, il a planifié quelque chose. Et si tu veux, voilà, on voit Jesse s'enfuir de la perquise, il fait jour, et ensuite on voit Walter arriver le soir. On l'a quitté, on n'a pas vu, mais entre-temps, il est allé chercher le numéro de Jesse dans les papiers de l'école. Il est clairement sur un plan, tu vois. C'est clairement une action. Enfin, c'est. Comment tu dis un meurtre pas prédéterminé, c'est quoi le mot? Prémédité. Prémédité. Il y a préméditation, il y a intention, tu vois. Yes. Et il y a aussi ce truc marrant. Et donc il y a agence. Il y a agence, et il y a ce truc marrant où t'as une insistance sur le titre de Captain Crook. Je crois du coup c'est Captain Crook, Jesse. Cook. Ah oui, Cook, oui, Captain ok, Cook. c'est ça le jeu de mots. Et le mot Captain, tu vois, ça le marque quand même Walter. Et donc tu pourrais t'imaginer que lui-même est déjà en train de planifier sa mise en scène, son image, et aussi que le titre de Captain, genre cette idée-là d'avoir un titre, une importance, genre ça lui plaît, tu vois, clairement. En fait, ça lui plaît, mais en même temps, il trouve ça ridicule. Oui, il l'assume pas, quoi. Il aimerait avoir ce statut, il aimerait avoir le statut de Captain, mais la façon dont Jesse met en scène, il trouve ça amateur. Ouais, il voudrait que ce soit légitime, lui, en fait. Il aime l'ordre et il aime que les choses lui soient attribuées, on va dire, correctement. C'est ça, il pense que Jesse a usurpé son titre de Captain. Ouais, c'est ça. Il faut faire de l'illégal, mais il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et donc, c'est ce qu'on voit du coup à la scène où il commence à cuisiner de la meth, c'est que il a par rapport à Jesse, du coup, il retrouve, quand il est face à Jesse, sa condition de professeur. C'est-à-dire que c'est celui qui sait, c'est celui qui a le savoir technique. Oui, mais c'est celui qui va nous sortir de la merde qu'on est en train de faire. C'est celui qui va élever le produit qu'on est en train de faire. Mais dans une situation complètement renversée par rapport au début ou quand il est dans la classe, c'est que là, son audience est captive. C'est-à-dire qu'il retrouve le rapport prof-élève, sauf que là, il fait chanter le gars, tu vois. L'autre est obligé de lui devoir le respect. De l'écouter. Il y a le truc marrant dans Captain, c'est que Captain, ça vient de la tête. Kopf, ce qu'il y a tout en haut, tu vois. Et donc, il y a une certaine ironie à ce qu'effectivement l'autre se prenne pour le cerveau, alors que, voilà, il va devenir la main. Mais comme tu dis, effectivement, ce qui change dans le fait qu'à un moment, il n'arrive pas à communiquer et que là, il arrive à communiquer, même s'ils ont un langage tout à fait différent, c'est le pouvoir. La menace. C'est la menace, c'est le pouvoir, c'est la peur. Qu'est-ce qui fait que t'écoutes quelqu'un? Et le charisme, d'où il vient que tu admires et tu as peur en même temps de cette personne. C'est pour ça que Richard III a ce charisme-là. Captivant, ouais. Et à ce point captivant, parce qu'on a peur de lui et en même temps on l'admire, quoi. On veut être lui et en même temps on le déteste. Et par contre, il y a un petit twist après la scène où justement il cuisine la drogue. C'est que d'abord il tenait le pouvoir sur Jesse par le chantage. Et puis à la fin de la scène, quand il a fini à la fin du montage, ouais. À la fin du montage, ouais, avec une petite musique pour faire passer les trucs vite. Là, Jesse dit, c'est une œuvre d'art. C'est la perfection, c'est la pureté. Voilà. Là, on a le truc typique du récit américain moderne. On a la réalisation du plein potentiel. C'est-à-dire que Jesse, qui, il faut quand même le rappeler, avant de cuisiner la meth, se fout constamment de la gueule de Walter parce qu'il a aucun charisme, aucune classe, aucune masculinité. Parce qu'il se fout en slip. Parce qu'il se met en slip. Oui, mais justement, il y a un genre d'humiliation qui est du même ordre que l'humiliation qu'il subit de la part de tous les autres hommes là, dans son entourage. Effet parce que là, Walter est dans son domaine. Il sait que se mettre en slip, c'est la chose à faire pour garder le contrôle technique. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Là, c'est pas ce que je veux dire. Pris sur lui. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on observe que l'attitude de Jesse est complètement renversée quand il réalise la qualité du travail de Walt. C'est ça le truc qui est important, c'est que à travers son éthique professionnelle et juste son génie, son talent pur, tu vois, son plein potentiel, il est conquis, tu vois. Comme le spectateur. Comme les spectateurs, exactement, parce que il y a un aspect c'est un fantasme d'artiste en fait. La meth que Walt vient de cuisiner, c'est le fantasme de l'artiste. Nous, par exemple, on est en train d'enregistrer notre premier épisode de podcast. On aimerait bien que dès le premier épisode, ce soit parfait. Ouais. Que les cristaux fassent plus de 2 cm de long. Ouais. On va s'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà, on a ce fantasme derrière nous que
On enregistre le premier épisode, on le poste sur les réseaux sociaux tel quel, Et là- et tout de suite, on nous dit c'est génial, c'est passionnant, j'ai pas vu le temps passer, Oui, c'est incroyable. C'est pas exactement Ouch. le truc de l'artiste, c'est le truc du génie. Ouais, c'est genre, ça. C'est de mec, nulle part, t'es- de ex nihilo, il crée la perfection, tu vois, Yep. parce que c'est à l'intérieur de lui. Et donc ça nous rappelle en quelque sorte déjà qu'on est dans une fiction, ça illustre le fantasme du scénariste aussi, qui en l'occurrence est peut-être un fantasme pour le coup légitime, parce que c'est vrai que Breaking Bad c'est une série qui te fidélise dès le premier épisode. Mhm. Aujourd'hui l'impératif dans le format des séries c'est de fidéliser le spectateur dès le premier épisode, donc dès le début il faut qu'on ait des enjeux forts, et pour le coup Breaking Bad c'est une série qui réussit ça. Et donc en fidélisant Jesse avec son produit parfait, c'est un peu comme le scénariste, lui, qui fidélise le spectateur avec son premier épisode parfait. Et ça peut même, Oui. ça peut même s'étendre de façon plus globale à cette idée. Tu dis c'est le rêve de l'artiste et c'est aussi le rêve américain, tu vois. C'est le Oui, voilà, mythe, ça c'est ce que j'allais dire, du- c'est ça. Du self-made C'est que man, c'est il part de rien. Ça va être une histoire et voilà, hop. d'un homme qui va construire son empire à la seule force de son potentiel. Ça va être une histoire de libre marché dans le fond. C'est ça. Et puis c'est une histoire de tu es un homme fort. Il fallait juste révéler que tu étais un homme fort. Jusqu'ici, tu as bien Non, fait il ton fallait travail, mon enfant. s'affranchir. Il fallait s'affranchir de tous ceux autour de toi qui t'empêchent d'être l'homme fort Mhm, que tu es. Tu mhm. vois. Il Ouais, faut et genre de réaliser dépasser. ton plein potentiel. C'est ça. Exactement. Il faut avancer contre les autres. Tu as réussi toutes les épreuves comme un bon citoyen américain. Tu as fait 3 boulots. Tu en as bien chié. Et maintenant, bravo, on te décerne la médaille, quoi. Tu vas y arriver. Parce que t'as bien Ouais, fait. sauf que non, parce que du coup, il va falloir devenir un criminel pour Oui, le faire. bien sûr. Mais Il y a pas de médaille. Ouais, il y a pas de médaille. Mais Il y a pas de médaille, justement, c'est ça l'espoir le est là, problème, quoi. c'est que depuis le début, il joue le jeu, il fait tout ce qu'on attend de lui, et il a rien. C'est ça le rêve Oui, bien américain. sûr. C'est ça oui, mais bien sûr. Mais si tu le Et la prends- seule façon de le tu réaliser, c'est pour ça que c'est un fantasme, c'est de devenir ce génie de la drogue, de la... Mhm. Ce génie criminel, du coup, et donc en fait, le seul moyen d'y arriver, c'est de manipuler, c'est d'exploiter des gens. C'est d'être le méchant. C'est juste d'être un C'est businessman. d'être le méchant. Ouais, c'est Exactement. ça. Le héros du rêve américain, c'est un méchant. L'anti-héros du coup, puisqu'il réalise toujours que pour pouvoir faire le bien, il va falloir faire le mal. Ouais, n'est-ce pas Ça va être mais difficile. le héros pensé par l'Amérique, c'est ça, c'est le anti-héros de l'histoire. Et du coup, alors sur la notion de fidélité, c'est-à-dire que là, il acquiert la fidélité de Jesse. Donc Jesse qui, en quelque sorte, représente le spectateur. Et là, il y a un autre parallèle à faire avec Richard III, c'est que dans Richard III, il y a ce personnage qui est le duc de Buckingham, qui est le premier à être fidèle à Richard III. Oui, c'est son homme à tout faire en quelque sorte. C'est son homme à tout faire, c'est celui qui organise les coups, c'est celui qui organise les assassinats au début. Est-ce que c'est son Jesse ou pas vraiment? Ouais, en quelque sorte, c'est son Jesse. Alors bon, on peut pas comparer exactement les personnages parce que forcément Non, il y a bien toujours sûr, des différences. Mais dans le rôle... Fous pas le sujet en l'air maintenant. Ok, pardon, ça marche. Il occupe dans le... Non, mais c'est bien. Mais il occupe dans le récit le même rôle que Jesse dans le sens où il est loyal et puis à un moment il va y avoir un point de rupture. Et dans Richard III, c'est au moment où Richard devient roi. Donc c'est bon, il est roi, il est au sommet, quoi. Il a plus rien normalement à rechercher. Mais il a usurpé le trône à son neveu, qui est un enfant de 10 ou 11 ans. Et là, il va demander à Buckingham de faire assassiner ses neveux, qui sont donc des enfants. Et là, pour Buckingham, c'est le point de rupture. C'est-à-dire que les meurtres d'adultes avant, ok, j'avais aucun problème. Mais là, les enfants, là c'est plus possible. Ouais. Oui, c'est son point de non-retour, mais c'est surtout là où il est similaire à Jesse, c'est que Buckingham et Jesse sont tous les deux des instruments vitaux du plan du méchant en question. On peut pas faire le truc Oui, c'est sans ça. eux. Ils sont la première victime et la dernière. Ouais, comme dit Frédéric Lordon, quand tu as un projet, il faut que tu enrôles d'autres puissances d'agir dans ton projet. Et pour cela, ça passe fortement par un rapport d'exploitation et d'interdépendance, du coup. Walter exploite Jesse, mais il est aussi dépendant de lui. Mhm. Presque un truc marxiste là-dedans. Presque. Presque. Attends, pas encore. En gros, Jesse, c'est le personnage qui est là pour interroger ton rapport, toi, en tant que spectateur, à Walter. Ouais, C'est-à-dire, pourquoi tu lui jusqu'à dois quel cette, point tu vas lui être fidèle. fidèle. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence intéressante entre loyauté et fidélité ? Est-ce que la loyauté, elle se fait pas aveuglément, parfois, ou par
dévotion? Et est-ce que la Oui, fidélité, quand- elle se fait pas quand- par principe? C'est-à-dire que Walter, quand il tient Jesse par le chantage, Jesse lui est fidèle, mais à partir du moment où il fait le meilleur produit, la meilleure meth du monde, là, il devient loyal. C'est pas l'inverse? Moi, j'aurais dit l'inverse. T'es d'accord? Ouais, moi, j'aurais dit l'inverse. Ouais. Moi, j'aurais dit quand il a pas le choix, quand il est est sous la menace, il est loyal. Et quand il voit qu'on peut ensemble croire dans un projet commun plus grand que nous, là, il est fidèle. Là, il est fidèle, ouais. Moi, j'aurais dit ça aussi. Ouais, oui, parce que c'est vrai que c'est le moment, à ce moment-là, il acquiert le même désir que son maître. Ouais. Jusqu'ici, Il ils y a un avaient rêve des commun. désirs divergents. Son angle alpha C'est ça. est descendu Il à s'aligne, zéro, il s'aligne parfaitement avec celui de Walter. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, là, on a un personnage qui a un but à présent. C'est-à-dire qu'avant, il était passif et maintenant, il est actif. Ouais, il est parce qu'il engagé, il est activé. Il est activé, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, là, il y a une petite parenthèse importante à faire, c'est que on voit qu'il est activé parce qu'il y a une petite scène qui s'immisce entre tout ça. C'est la scène où Walter va acheter un pantalon à son fils. Ah, yes. Qui pour moi est peut-être avec la scène de la branlette pour différentes raisons, est peut-être ma scène préférée de l'épisode. Où donc ils vont dans un genre de Gap, ou je sais pas trop ce que c'est comme magasin, on s'en fout, et ils vont acheter un jean à son fils. Et Junior, évidemment, vu qu'il a la polio et qu'il galère, il arrive pas à mettre son pantalon, et sa mère lui propose d'envoyer son père à l'aider. Ah oui, enfiler et il le s'appelle truc. Junior aussi. Il s'appelle Junior, il s'appelle Walter Junior. Donc, C'est oui, dur, quand effectivement, même. Il est Oui, ça, vraiment c'est le intéressant reflet. aussi, ouais. C'est Ouais, que... il est le Ouais, reflet il est de son père. l'extension du père, quoi. C'est ça. Voilà. Son père le conçoit comme une extension de lui-même, ouais. Avec ses défaillances physiques ou masculines incarnées, quoi, dans la chair. Yes. Et donc il essaye le truc, et en sortant de la cabine d'essayage, il y a d'autres gamins dans le magasin qui se foutent de sa gueule. Et là, on voit Walter qui sort par la porte de derrière du magasin, et qui revient furieusement par la porte d'entrée, et qui pète la jambe, hein, grosso modo, de l'autre gamin en lui disant « Ah, alors toi aussi tu galères à marcher, hein, comment tu te sens maintenant ?» Et là, on voit pleinement, je sais pas, la violence gratuite, la brutalité, violence, le sadisme. la fureur. Et surtout, on voit que cette fois, il y a de la préméditation. Il n'est pas seulement dans la réaction, c'est-à-dire que il n'est pas seulement en train de réagir à ce qu'ils font, il prémédite le fait qu'il va sortir par derrière pour les tromper et les surprendre pour pouvoir mieux les niquer. En arrivant de l'autre côté, C'est exactement. ça. Et du coup, ça, ce que ça crée en toi, ça augmente l'amour que tu as pour Walter. Genre, là, tu le kiffes quand t'es un spectateur lambda. Je sais pas si c'est de Là, l'amour, t'es mais c'est de l'intérêt en tout cas. Ouais, non, mais tu le kiffes quand même, je sais Personnellement, pas. il est dégoûtant là. Ouais. Ah non, il est dégoûtant. Oui, il est purement dégoûtant gratuit, parce il pète la jambe du gosse. qu'on est en train de réfléchir à ça. Mais si tu regardes le truc pour la première fois, t'es juste tellement satisfait, comme à la fin d'un Tarantino, t'es juste tellement satisfait que le destitué, genre, regagne du pouvoir, que t'es juste content, tu vois. Le mec a beau avoir 16 ans et ça te fait éclater par un mec de 50 ans, t'es content, tu vois. T'es là, t'es satisfait, t'as eu ta satisfaction que t'attendais depuis le début. C'est comme Richard III avec Lady Anne, c'est-à-dire qu'il est dégoûtant, mais il est séduisant. Mais c'est ça. Il est puissant, donc forcément il rayonne. Séduisant, je sais pas, Mais il l'amour, je sais t'aveugle. pas. Mais oui, il a un effet sur toi, c'est sûr. Mais donc du coup, pour moi, c'est important qu'on ne l'aime pas forcément, qu'on soit dans un genre d'ambiguïté dans cette scène, parce qu'il y a toute la réaction de Skyler. Là où on s'attendrait à ce que elle, qui est tout le temps là en train de lui faire la morale sur comment se comporter, comment bien agir, comment être un bon homme, là elle dit rien et au contraire tu vois qu'elle est séduite. Parce que là, il devient un homme. Là, il est un que là, homme. Il est Ouais, pas un parce qu'il se met à soy boy. incarner la brutalité masculine. Voilà, là, il est un Ce n'est pas la Tchad. même chose que... C'est pas seulement la violence, c'est-à-dire que la violence, ça peut être simplement une réaction, mais là, c'est de la brutalité. Mhm. C'est autre chose, c'est pas la même... C'est Ouais, et puis c'est la vengeance, c'est la de la violence gratuite. Non, mais c'est surtout c'est la vengeance c'est le truc aussi. de la hiérarchie, c'est intimidation et humiliation. Mhm. Là, il est en train de faire le truc qu'il subit depuis le début, tu vois. Là, il est en train de reproduire l'ordre. Mais au moins, il agit, Il veut être le au patron. moins, il du coup. reproduit, donc il est un homme. Au moins, il renvoie ce qu'on lui a injecté en lui dans le monde, tu vois, et c'est pour ça qu'il se réalise comme homme pour sa femme. C'est que là, enfin, il est plus impotent. Même si il fait de la merde, absolument, elle est complètement aveuglée parce que, il est juste sexy, tu vois. Quand son mec s'énerve, elle est contente. Et c'est bien triste. Du coup, on est avec ce personnage qui est activé, comme on a dit. C'est-à-dire qu'avant, il était passif, maintenant, il est actif. Plein de stéroïdes. Et donc, ce personnage, maintenant, il a un but. Il va agir de façon à atteindre ce but.
Et à partir de ce moment-là, on peut dire en quelque sorte qu'il est inarrêtable. Il est devenu une petite machine à créer du conflit. Oui, il est inarrêtable, mais en même temps, on se souvient que au début de l'épisode, il est en galère et on sait pas comment on est arrivé là. Donc il est inarrêtable, mais on se demande quand même comment on va rejoindre les deux bouts. Non, mais du moins, il est en roue libre. On sent bien quoi. qu'il s'énerve. Il a changé de cap en tout cas, oui. Il a été activé, il a changé de direction. Il marche, il court. Maintenant, il a un plan. Maintenant, il est lancé. En tout cas, quoi. ça m'amène à une réflexion sur du coup le rapport qu'entretient le méchant avec l'auteur, le scénariste. Parce que dans une histoire, mettons que c'est une histoire où il y a un héros et un antagoniste, un méchant. Le méchant, c'est celui qui construit les problèmes. C'est celui qui a intérêt à ce qu'il y ait des problèmes. Alors que le héros, lui, c'est celui qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de problème. Dans la suite de la série, on verra que Jesse, par exemple, en fait, son intérêt, c'est pas de rester dans la drogue jusqu'à la fin. À un moment, il veut sortir. À un moment, il dit non, j'en ai marre, c'est bon, je me suis fait assez de bif, c'est fini pour moi, j'en veux plus. Je veux plus de problèmes, je veux que la série s'arrête. Alors que Walter, non, il veut que la série continue à l'infini. Oui, mais et donc voilà, c'est pas que Walter il veut des problèmes, c'est que Il veut du bif. la fonction du méchant dans l'histoire, c'est d'en générer. Et la fonction du gentil, Exactement. c'est de les résoudre. Et donc là, on voit bien que celui qui fabrique des problèmes, c'est Walter. Et donc on peut commencer à se demander si c'est pas lui le méchant. Exactement. Mais ça nous amène aussi à nous rendre compte que, pour un scénariste, le scénariste est beaucoup plus proche du méchant que du gentil. Il a beaucoup plus avantage à ce que son méchant soit réussi, parce que son méchant, du coup, c'est une machine à générer des problèmes. Il y a juste à l'activer, à rester fidèle à ses principes, et l'histoire s'écrit toute seule, puisque tant que le méchant est actif, il y a des problèmes qui se génèrent infiniment. Et donc, ça nous amène à la fin, c'est-à-dire qu'il faut bien finir à l'heure quand même, au théâtre. Il faut bien que la pièce se finisse, il faut bien que la série se finisse. Ça peut pas continuer indéfiniment. Et donc, finalement, il va falloir quand même mettre un frein à cette machine indestructible et inarrêtable qu'on vient de créer. Et donc là, on peut encore faire un parallèle avec Richard III, parce que dans les deux cas, ce frein qu'on va mettre, c'est la conscience. La conscience, c'est-à-dire la conscience du méchant, la conscience de... La conscience dans Richard III, c'est cette scène où il fait un rêve, où il entend les fantômes de tous les gens qu'il a tués lui dire « tu es un assassin, tu es un meurtrier Yes. ». Et en fait, c'est là que... La conscience, c'est pas le remords. C'est pas la même chose. C'est pas le fait qu'il regrette ce qu'il a fait. C'est la Que d'un réalisation. coup, c'est la réalisation, et c'est surtout que au moment où il a du remords, au moment où il prend conscience de lui-même, il commence à se voir par les yeux des autres. Ouais. Et au théâtre, pour un acteur, le moment où l'acteur se met à mal jouer, à être maladroit, à devenir faux, c'est le moment où, quand tu es sur scène, tu te rends compte que les gens te regardent, et tu prends conscience que les gens te regardent, et tu commences à essayer d'interpréter comment ils te voient. Et donc c'est le moment, vulgairement, où tu te dis « Merde, j'ai l'air con ». Et donc cette scène dans Richard III, c'est ce moment-là. C'est ce moment où il se voit à travers les fantômes et il se dit « J'ai l'air con ». Ouais, et il se voit parce que... pourquoi il se dit « J'ai l'air con » ? Parce qu'à ce moment-là, il contrôle plus son image. Il contrôle plus le message, il contrôle plus comment il est vu par les autres. Il contrôle plus son en fait, image. C'est le premier moment où il doute. C'est ça, et qu'il est pas sûr de son image. Et dans ce premier épisode-là de Breaking Bad, t'as justement la création de l'image en fait de Walter White, et ce qui moi me marque le plus quand je vois ça. Et effectivement, dès tous les petits instants qu'on a, notamment je pense le moment dans le supermarché, c'est pas un supermarché, dans un centre commercial avec le pantalon, c'est là que tu pourrais commencer à avoir conscience, ou que lui ait conscience de son image, parce qu'effectivement il est ridicule, il est en train de s'en prendre à un gamin de 16 ans, mais comme il est dans cette construction d'identité et dans l'approbation par sa femme et par nous-mêmes, il n'est pas ridicule, parce que juste avant... et comme nous on le voit à travers ses propres yeux à lui, c'est ça, on s'est fait on avoir. le trouve pas ridicule non plus. C'est ça, et en fait mais sa femme elle est pas dans ses yeux, et pourtant elle le trouve pas ridicule, c'est juste que c'est le changement dramatique
de comportement qui fait qu'il nous paraît comme ça. Et C'est puis, juste parce que on en a marre de le voir se faire défoncer par la vie, en fait. mais c'est ça. Et là, En fait, soudainement, il y je a un pourrais le soubresaut trouver ridicule d'excitation. selon un autre point de vue. Mais là, en l'occurrence, Pas ridicule, on est dans mais le point de vue méprisable. qui fait- Il peut Ouais. pas être ridicule parce que clairement, il pète la jambe d'un gamin. C'est pas ridicule, mais c'est méprisable et c'est terrifiant. Tu vois. Ouais, c'est absurde. Je pense, voilà, ce qui change, ce qui fait que ces deux méchants-là, donc Walter et Richard, sont perçus de façon totalement différente, c'est cette histoire de point de vue. Et dans Richard III, tu n'es qu'avec Richard III, tu n'es que dans la tête de Richard III. Et dans Breaking Bad, on se joue de toi parce qu'on fait en sorte que tu sois constamment en train de justifier l'existence et les prises de décision de ce type-là, quoi. Et Oui. tu n'en sors Et jamais. le mot important, c'est justifier, parce que du coup, moi, j'arrive à la conclusion, ma conclusion personnelle. Bonjour, Madame l'ambulance. Ma conclusion personnelle que je tire en regardant Breaking Bad, Corona. c'est que, en fait, contrairement aux apparences, ce n'est pas une série morale. Non pas qu'il n'y ait pas de morale dedans, non pas qu'il n'y ait pas de dilemmes moraux, bien sûr, il n'y a que ça des dilemmes moraux. Ouais. Mais ce n'est pas une série qui est animée en premier lieu par la morale. Ce n'est pas la série, comme on dit, d'un mec moral qui devient amoral, d'un gentil qui devient méchant. Ouais. Ce n'est pas ça la série. C'est l'histoire d'un mec passif qui devient actif, et en devenant actif, étant qui il est et étant dans les circonstances dans lesquelles il est inévitable qu'il va devenir, il est déterminé à devenir méchant. Et d'ailleurs, dans Richard C'est sa III, destinée, il y a exactement cette phrase, je suis déterminé à être un méchant. Et Mhm. donc on peut entendre dans les deux sens de déterminé, c'est déterminé, j'ai la détermination, j'ai la conviction personnelle, j'ai l'envie personnelle d'être méchant, mais aussi je suis déterminé par l'histoire. Ouais, Ouais. j'ai Il pas est le inévitable que dans l'histoire qu'on va raconter, je vais devenir méchant. Ouais, c'est ça. C'est donc c'est aussi un héros de tragédie, Walter. Et dans Richard, t'as les femmes, je sais plus quelles femmes, mais qui font ces prophéties-là que Richard va mourir à la guerre. Et dans Breaking Bad, la prophétie, c'est un peu regarde la société américaine. Il est destiné que Walter va se retrouver dans la Bah, merde à la fin. Il y a, Il va essayer il y a- de- ça. de il y a toucher littéralement une prophétie dans le premier épisode, c'est qu'il lui reste 2 ans à vivre. Ah bah oui. En Littéralement, plus, le docteur cancer. Oui, et il y a Oui. littéralement une prophétie qui est que tout cela va mal finir. Mhm. C'est une promesse qui est faite dès le premier épisode. Et donc, bah oui, avec cette prophétie, on se dit que dans la société américaine telle qu'elle est, ce personnage, dans les conditions dans lesquelles il est, et vu que la société américaine a pour héros ce modèle de personnage-là, Mhm. le héros du rêve américain, c'est ce modèle de personnage-là, ce modèle de méchant, en fait, bah, il est inévitable que Walter White va devenir un méchant, dès le premier épisode. Et que ça va se terminer dans Oui. le beau drap, quoi. Oui, la seule façon d'avoir ce que tu mérites, c'est d'écraser tous les autres. C'est une promesse. Et on peut pas passer du coup sur la scène finale du premier épisode quand même. Et on revient toujours à Oh, mais attends, l'histoire. il se passe encore pas mal de trucs avant Ah la ouais fin, là. On n'a pas fini. Ah bah oui. Résumons rapidement, du coup, ce qui se passe à la fin. Ouais. Donc, on s'est arrêté où il fabrique sa drogue, il convainc Jessie, à partir de son talent proprement, et donc maintenant, on a fait la drogue, c'est bien, mais il faut la vendre, quand même. C'est important, il faut la vendre. Et pour la vendre, il faut aller voir des gens sérieux, dont c'est le métier, et qui savent ce qu'ils font, et clairement, Walter n'a aucune idée de ce dans quoi il s'engage. C'est là qu'on voit aussi qu'il est complètement barjot, c'est que il est vraiment dans le fantasme, au sens où il pense que parce qu'il est capable de faire la meilleure drogue du monde, c'est gagné, ça y est, c'est fait. Mhm. T'as un produit Ouais. de qualité, si tu arrives à l'amener sur le marché, comme on dit, eh bien alors les parts de marché sont à toi, c'est normal. La Ouais. compétition est pure et Le parfaite. talent. Le marché est libre et le Parce que marché la est libre et compétition- non régulé, n'est-ce pas Mhm. Parce que la compétition est pure et parfaite. C'est Mhm. comme ça qu'on dit. Simplement, c'est pas le cas. C'est pas le cas chez les vendeurs de drogue, c'est pas le cas ailleurs non plus. Mais comme lui est C'est tellement ce qu'on voit, obsédé du par coup. les normes et les règles de sa société, de ce qu'on lui a appris, il pense que il est encore aveuglé par cette idée-là, ouais. Ça, et puis peut-être tout ça parce qu'il est, il est tout simplement complètement naïf. Oui, il est con, ouais. Complètement naïf, ouais. Il a encore une idée que... Il croit encore quelque part à la méritocratie, si tu veux. La liberté du Ouais. marché, la méritocratie, C'est-à-dire c'est un peu qu'il est pareil. naïf, mais cette naïveté ne vient pas de nulle part. Cette naïveté lui a été inculquée par une société quand même.
Ouais, non, évidemment. Mais il a pas conscience que les gars à qui il essaye de vendre de la drogue, c'est des mecs qui, chez eux, ont des chiens d'attaque qui déchirent des punching balls, des femmes à poil sur les murs, des mecs qui déconnent pas, quoi. Pas des mecs comme Walter. Et justement, moi, ce qui m'intéresse vachement là-dedans, c'est que Walter, c'est un prof de chimie. Hein. La chimie, c'est la science de la transformation. Et pour se transformer, il faut ajouter quelque chose à quelque chose. Walter, c'est un mec sans masculinité, sans testostérone, sans agence. Et il va venir se frotter à un milieu qui, lui, n'est que ça. Que masculinité, que patriarchie, que hiérarchie, tu vois. Et au contact des deux se produit une transformation irréversible où Walter est engagé dans un truc et devient cet autre mec. Enfin, il a une transformation, c'est-à-dire que effectivement, en fait, en plus dans la suite de la série, on va voir que il s'adapte, il est pragmatique, il s'adapte en fonction de la situation. Quand il a besoin d'être humilié, il est humilié, si ça peut l'amener à son objectif. Quand il a besoin d'être dominant, il est dominant. C'est un caméléon, quoi. Il s'adapte à la situation. Mais on peut pas dire, par contre, que Walter White est, comme on dit dans les leçons d'écriture aux États-Unis, un arc de personnage. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui croit quelque chose au début, et puis qui est amené à croire autre chose par sa croissance. Non, c'est un personnage qui veut une chose, et qui, la désirant, va se transformer, et prendre toutes les formes dont il a besoin pour atteindre son objectif. On pourrait dire qu'il n'est pas ralenti par un attachement à des principes, à une morale, à une foi, ou quoi que ce soit. Il peut changer de perspective ou de logiciel de raisonnement en fonction du moment. Il est dynamique, tu vois. Et disruptif, il change les codes en permanence. C'est ça, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de question morale, il n'y a pas de dilemme moral dans la façon dont il fonctionne. Non mais même, il pourrait avoir un principe, par exemple, que pour arriver, il va le faire, mais en respectant certaines règles, tu vois, il va pouvoir s'imposer certaines consignes. Ouais. Non, c'est pas le cas, tu vois. Le héros typique, il aurait ça, tu vois. Il veut faire le bien, il veut résoudre la situation, mais il n'est pas prêt à faire certaines choses. Il est pas prêt à tuer deux enfants, par exemple. Batman qui veut résoudre le crime, mais sans jamais tuer, par exemple. C'est ça, exactement. Ouais, lui, il a pas il s'ajoute des consignes qui soulignent son système moral. Walter n'en a pas. Walter, c'est pas le héros. C'est ça, mais par contre, ce qui est marrant aussi, c'est que sa femme avec la belle-sœur, là, quand elles essaient de rationaliser un peu d'expliquer son changement de comportement, c'est que c'est une midlife crisis, tu vois. Ça ne va pas plus loin que là. Genre, dans la vie, tu as certaines étapes à passer et la cinquantaine, c'est normal qu'à la cinquantaine, tu tapes ta crise et tu frappes des gamins dans les magasins, tu vois. Yes. Oui, donc c'est encore un truc qui nous amène à dire que le modèle de l'homme américain parfait, c'est Walter White. Ouais. À part cette question morale, il n'y a pas de déviance par rapport au modèle de l'américain idéal. Et du coup, ça nous invite aussi à réfléchir sur la question. Breaking Bad et Richard III, ce sont des œuvres qui sont atypiques dans le sens où c'est le méchant qui est un personnage principal. Mais du coup, en regardant ces œuvres, qu'est-ce que ça nous apprend de notre rapport traditionnel aux héros des œuvres qu'on regarde ? Oui, puisque dans toute la subversion de Breaking Bad, c'est de garder les choses floues, de pas savoir exactement situer Walter sur cette ligne. Et donc, quelque part, la série compte sur le fait que tu as vu d'autres séries avant et que tu vas instinctivement, en reconnaissant les schémas, identifier Walter comme le protag, c'est-à-dire comme le héros. Et donc, comme on disait tout à l'heure, tu vas te mettre à justifier toutes ces actions pour qu'elles soient moralement acceptables, puisque c'est le héros. Et du coup, est-ce qu'on ferait un petit parallèle avec Bébé Yoda ? Bébé Yoda. Oui. Faisons. Bébé Yoda, de la série Disney+, Le Mandalorien. Qu'est-ce qu'il a fait, Bébé Yoda, Antonin ? J'ai entendu dire qu'il a mangé les œufs. Il a mangé les œufs, Bébé Yoda. Oui. Attends, donc Bébé Yoda, c'est qui, juste ? Bébé Yoda, la petite mascotte mignonne de la série. En plus, maintenant c'est une meuf qui paye Disney+. Non, je paye pas justement, genre je l'ai volé. Non. Ah, d'accord. Non mais ça va, tu m'as pris pour qui ? Vraiment, Disney+. Ça va, toi. Ah, je préfère, attends, me fous pas la honte, s'il te plaît, devant nos 3 auditeurs, là, parce que ça va pas aller. Donc, Bébé Yoda, c'est la petite mascotte mignonne de la série Star Wars Mandalorien. Sur Disney+. Que tout le monde aime, parce que c'est un petit bébé, il est pur, il est innocent. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de mal ? Eh bien, dans les épisodes récents, en fait, on se rend compte que Bébé Yoda mange les œufs de la maman grenouille, qui est... En fait, ce sont des œufs d'une espèce en danger.
C'est une série pour adultes, je vous rassure. C'est une série pour Néolib? T'as dit? Pour adultes. Ah! Le bébé Yoda mange les enfants de la maman grenouille. J'avoue. Oui. Oui, mais en mais même oui. temps, ça Très en dit sérieux. long, ça On en en dit parle long dans sur les comment médias. tu abordes. Oui, mais ça en dit long sur comment tu abordes les schémas d'une histoire classique. Tout revient aux histoires pour enfants, tu sais, aux contes pour enfants avec le gentil, le méchant et la morale à la fin. Et là, du coup, ils font dans un truc qui présente les codes typiques de l'histoire pour enfants avec le bébé Yoda et puis la maman grenouille. Là, les mecs font un truc un peu risqué apparemment où bébé Yoda fait une connerie, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et ça a fait scandale. Ça a fait scandale que. Bah, Bébé ça Yoda pète la mange tête les des œufs gens, à la ouais. grenouille. Et ça a nécessité que un des exécutifs de Lucasfilm aille sur Twitter pour justifier que leur produit était défectueux Oh. et dire qu'en fait non, mais les œufs ne sont pas fertilisés, et que ce n'est pas aussi grave que vous pensez. Alors par contre, ici, on est en France, on dit la Covid et on dit un cadre. On dit pas un exécutif, ok? Merci. Non mais voilà, du coup en fait, étudier Richard III et Walter White, ça nous pousse à nous rendre compte que le héros dans une histoire traditionnelle, même s'il n'est pas moralement ambigu comme dans ces histoires-là, il bénéficie quand même du même traitement de faveur. C'est-à-dire qu'il bénéficie quand même du fait qu'on voit l'histoire à travers lui, et que donc on gagne une fidélité à lui. Et du coup, quand bébé Yoda, qui a cette fidélité à cause de la place que l'histoire lui a donnée, à cause de ce privilège qu'il a au sein de l'histoire, et qu'on t'a conditionné à considérer comme une petite créature mignonne, etc., il mange les œufs de la maman grenouille, et donc là, il y a une subversion morale, il y a une catastrophe morale qui s'opère. Bah, il y a une ambiguïté, c'est juste que là, soudainement, il fait quelque chose qui correspond pas au schéma attendu. On a dit une créature mignonne, mais plus simplement, on pourrait dire d'un personnage qu'on a identifié comme étant bon, fondamentalement, et Comme étant le donc gentil. devant être bon par la Et suite, très tu vois, pour être unidimensionnel, cohérent. j'imagine, parce que, enfin bon, si... Ça, c'est le pire truc qu'il l'ait fait. On ne peut pas tolérer que il y ait une quelconque ambiguïté, une quelconque paradoxe dans le personnage, quoi. Il ne peut pas être à la fois mignon et Oui. à la fois un prédateur. Même pas forcément un paradoxe, parce que dire que c'est un paradoxe, c'est déjà adopter ce point de vue que le personnage bon ne fait que le bien. Non, simplement de la friction, tu vois, simplement quelque chose qui, genre, un frottement dans la logique qui te fait reconsidérer la chose. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'instant où il faut que tu reconsidères la chose, tu peux pas, en fait, juste tu pètes ta tête. T'es là genre non, ça ne marche pas. Scénaristiquement, ça ne marche pas, tu vois. Scénaristiquement. Voilà, exactement. veux Tu vas même pas, pas chercher plus loin. Tu veux pas qu'il y ait un développement dans le personnage, en fait, parce que si t'empêches la friction, t'empêches... Pas dans ce sens. D'accord. Alors, il reste juste bébé Yoda. Mais Tu pourquoi il kiffe ce bébé Yoda? C'est quoi? Vraiment uniquement parce qu'il est mignon? Parce que je vois pas le... Parce que c'est un jouet et que tu regardes pour Voilà, pour l'acheter. mais des jouets. Ok, Ouais. ouais, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit le plus neutre possible et pur. Oui. Mais donc du coup, inversement, on pourrait dire que si tout le débat intéressant, en tout cas autour de Breaking Bad, c'est à quel moment est-ce que tu arrêtes de soutenir le personnage? Si tu arrêtes de soutenir le personnage, je suis sûr qu'il y a des malades qui sont là, non, jusqu'au bout, il a rien fait de mal. Et ouais, c'est le tout était sang. justifié, tu vois. Exactement, c'est le sang. mais ouais, si tu te comportes comme ça, c'est bien parce qu'en fait, tu es conditionné par des mécanismes de lecture de l'histoire, tu vois. C'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air. Et c'est aussi parce que typiquement, Walter, c'est pas censé être le méchant, c'est censé être l'anti-héros. C'est censé être le héros qui réalise que les questionnements moraux sont bien plus complexes et nuancés qu'ils n'y paraissent, et que genre le bien, le mal sont pas aussi bien définis que dans les histoires pour enfants, dans le vrai monde des adultes, tu vois. C'est ça qui fait que genre tu arrives pas à repérer directement que c'est le méchant. Du coup, en fait, on peut dire que l'analyse serrée de Breaking Bad et de Walter White, ou en tout cas l'analyse que nous on en fait, c'est une analyse qui nous invite à remettre en question et à nous méfier de la confiance aveugle qu'on place dans nos héros traditionnellement. Nous méfier de la confiance, on peut le dire autrement, parce que méfier de la confiance qu'on place, ça remet un peu la faute sur nous. Sur toi, ouais. C'est plutôt nous demander comment est-ce que les histoires qui semblent être pour la plupart écrites sur le même modèle ont tendance à imprimer ces modèles littéralement directement sur notre cerveau et à du coup conditionner toute la lecture de toutes les histoires qui suivent. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nous faire voir, en fait? C'est simplement te reconsidérer quand tu regardes le premier épisode ou n'importe quel média, te demander qu'est-ce qu'on veut me faire voir.
et qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Est-ce que moi, je suis d'accord pour comprendre ça? Est-ce que je signe avec eux? Ou vraiment te rappeler que là, on essaie de te faire gober un truc, tu vois. Et moi, Breaking Bad, ce premier épisode, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de me mener. Je me laisse pas aller, tu vois. Je peux pas me laisser aller parce que j'ai tout le temps peur qu'on me mente ou qu'on me fasse voir autre chose, parce qu'il y a tellement d'histoires de points de vue différents que tu es tout le temps baladé entre il est bon, il est mauvais, ou alors rien du tout, ou alors juste tu le regardes pour le kiff et puis tu t'éclates, quoi. Oui, mais même quand tu le regardes pour le kiff, t'es quand même censé comprendre ce qui se passe. Genre, tu le Oui, regardes bien pas sûr. avec les yeux fermés et les oreilles bouchées. Non. Mais tu peux aussi le regarder sans te poser aucune question. Mais il faut que tu sois d'accord. Oui, mais pour te voilà, dire- moi je serais d'avis de dire que même si tu te poses pas de questions, de manière inconsciente, tu as déjà vu plein d'histoires et donc tu les avales de la même manière. Tu les avales et tu tu les vas les processes, tu les revoir. analyses. Ouais, c'est ça. Et tu les assimiles et après, tu vas les reprojeter sur tout ce que tu vas vivre ou voir, ou même la façon dont tu peux agir aussi. Le mec qui regarde une histoire sans se prendre la tête, il en extrait quand même un sens. Tu vois, le mec qui regarde le Loup de Wall Street sans se prendre la tête et qui sort du film en se disant putain il est vraiment classe ce mec. C'est ça, malheureusement, moi aussi, ton si cerveau, j'avais- il fait... Moi aussi si j'avais les couilles, je ferais pareil que lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc même si t'as pas mis ta petite casquette de Sherlock Holmes, on va dire, pour décrypter le texte, t'as quand même produit du sens, t'as quand même suivi les grosses flèches qui étaient par terre, c'est juste que tu t'es perdu, tu vois. Yes. Et que tu t'es juste laissé porter, quoi. Et moi, le truc, c'est que j'essaye de jamais, j'ai toujours peur, en fait, qu'on me prenne la main et qu'on m'amène à un endroit où j'ai pas envie d'aller, tu vois, quand je regarde des séries Qu'on te ou des films. manipule, en fait. C'est tout ça, simplement. qu'on manipule, exactement. Ne vous laissez pas manipuler. C'est ça. Donc, ce serait le message qu'on... Ne te laisse pas manipuler, par contre, crois-moi sur parole que ce que je dis est vrai. Oui, par contre, nous, ce qu'on dit, c'est la vérité vraie, par contre. Laissez-nous vous manipuler. Vous Yes, avez signé de toute exactement. façon en cliquant sur ce lien. Du coup, il y a juste un personnage de Richard III, en l'occurrence, dont on n'a pas parlé, et sur lequel j'aimerais bien finir, du coup, parce qu'en fait, c'est un peu le héros de Richard III, mais le truc, c'est que le héros, le gentil dans Richard III, il arrive à l'acte 4, et il sert un peu à rien, donc c'est le comte de Richemont. Bah, il sert pas à rien, il sert à la même chose qu'au héros, c'est-à-dire à résoudre les problèmes. C'est ça, c'est que, en fait, c'est pas un personnage, c'est un plot device, c'est une astuce scénaristique qui permet à la fin c'est Joe Biden, en fait, c'est-à-dire qu'il est là pour tuer le méchant. Juste là pour ça, quoi. Son discours à la fin, on a l'impression qu'il a été écrit par un algorithme, donc ça fonctionne Donc bien. c'est Joe Biden, yes. Lui, quand on le lit dans la pièce, ou quand on le voit dans la pièce, il nous est présenté d'une certaine manière aussi. Mais si on a bien écouté Richard III, il faudrait également se méfier de la façon dont il est présenté. C'est-à-dire qu'on nous dit que lui, il est vertueux, contrairement à Richard qui, lui, est mauvais. Et puis d'ailleurs, il faut préciser quand même que les pièces de Shakespeare, ce sont des œuvres de propagande qui visaient à nous faire comprendre que la maison York, c'était des méchants et la maison Lancastre, c'était des gentils, parce que Ah, c'était pas clair. la reine actuelle descendait des Lancastres, donc il fallait bien mousser la dynastie au pouvoir actuellement quand même. Mais si on a bien suivi les leçons de Richard III, on devrait regarder Richemont Joe Biden avec la même méfiance que Richard III Donald Trump. d'une certaine Oui, manière. et on devrait peut-être conclure comme mon frère Machiavel qu'un bon prince c'est un prince mort. Voilà. Stylé. Est-ce qu'on vous laisse sur ce avec une petite lecture Ah, du discours de fin de J'ai- cette Juste un Earl of truc, Richmond. juste un truc pour conclure. Du coup, il y a tout ce truc sur les schémas de lecture des histoires typiques. Et moi, je suis d'avis, et je pense qu'on est tous d'accord ici, pour dire que Breaking Bad elle-même, la série, a une intention de subvertir ces codes. Breaking Bad, c'est une expression du sud des États-Unis qui veut dire s'affranchir des règles. Littéralement péter son câble et faire ce qu'on veut. Être based, comme on dit aujourd'hui sur Internet. Comme les jeunes disent. Donc la série, elle fait ça. Elle essaye de subvertir tes codes de lecture. Elle essaye de te vendre un méchant comme étant un anti-héros. On va vous laisser avec le discours d'inauguration de Joe Biden, qui n'est pas encore sorti, évidemment, puisqu'il est inauguré Mais on, le 21 janvier. on poste. Mais voilà, on vous le poste en avance. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Bye. Enterrer leur corps comme il s'y est à leur naissance, proclamer le pardon des soldats fugitifs qui reviendront à nous en toute soumission,
Alors, comme nous en avons fait le serment, nous unirons la rose blanche et la rouge, que le ciel si longtemps assombri par leur inimitié sourit à cette heureuse alliance. L'Angleterre, longtemps folle, se déchirait elle-même, se divisait par de terribles divisions intestines. Oh, qu'à présent, Richmond et Élisabeth, par un faste décret divin, s'unissent, et que leurs héritiers, si Dieu le veut, enrichissent le temps à venir d'une paix au doux visage, d'une abondance souriante, et de beaux jours prospères. Émousse, gracieux Seigneur, la lame des traîtres qui voudraient ramener ces jours sanglants et faire pleurer la pauvre Angleterre des fleuves de sang. Ne laisse pas vivre pour goûter les fruits de cette terre, ceux qui par trahison voudraient blesser la paix de cette belle terre. À présent,